Alors la question que l'on peut se poser maintenant, que l'on a vu finalement les nombreux enjeux et problématiques qui entourent le tourisme, c'est comment aller vers un tourisme durable. Euh, et cette notion de durabilité, elle est en lien avec le développement durable qui repose sur les trois piliers que l'on a déjà vus, c'est-à-dire l'aspect social, la réduction des inégalités par exemple, l'aspect économique, la création de richesses, et l'aspect environnemental, la préservation de l'environnement. Donc finalement, comment aller vers un tourisme qui soit compatible avec le développement durable. Alors pour cela, il y a une forme de tourisme qui a été inventée qui est l'écotourisme. L'écotourisme, c'est un tourisme qui est centré sur la découverte de la nature, le respect de l'environnement et de la culture locale. Il n'est pas très éloigné de ce qu'en France on appelle le tourisme vert, qui est le tourisme des activités de pleine nature. Sauf que dans l'écotourisme, il y a une démarche, on va dire, encore plus sociale et écologique derrière. Alors, il y a un pays qui s'est spécialisé dans cet écotourisme qui finalement repose sur ces 5 piliers-là, c'est-à-dire défendre des aires protégées, prendre en compte la population locale et créer des emplois, conserver la biodiversité, favoriser les échanges culturels entre voyageurs et populations locales, et éducation à la préservation de l'environnement. C'est-à-dire faire comprendre que finalement, si c'est un tourisme qui repose sur l'exploitation de l'environnement, parce qu'on y vient pour voir une biodiversité particulière, eh bien, les populations de cet endroit ont tout intérêt à préserver cet environnement, parce que c'est leur outil de travail. Et ça, c'est un point essentiel de l'écotourisme. Alors comme je vous le disais, il y a un pays qui s'est spécialisé dans l'écotourisme. C'est un pays d'Amérique centrale qui s'appelle le Costa Rica. Vous le voyez ici, entouré en orange, avec San José comme capitale, et qui est frontalier finalement du Panama au sud et du Nicaragua au 2 nord. tonnes de CO2 par personne et par an, c'est Alors on va prendre justement un ce qu'on petit ne doit peu pas de dépasser temps si pour on veut rester dans essayer le de cadre de voir l'accord de finalement ce Paris, qu'il en est éviter de dépasser les du 12 degrés à la Costa fin du Rica et siècle. surtout du Si tourisme on veut demain justement dans le pouvoir Costa avoir Rica. Est-ce que le collectivement des Costa Rica peut libertés, être considéré il faut comme un précisément exemple y mettre des limites d'écotourisme? à ce que l'on fait. Ces choix-là Alors sont déjà, pas maintenant, ils vont nous être imposés. allons voir le niveau les de développement humains. du Costa Alors, Rica. j'ai décidé de plus prendre On voit qu'au l'avion niveau de l'IDH, on parce a que ça me 0,79, semblait c'est le incompatible 63e pays. avec mes engagements par C'est ailleurs. un Une assez prise de bon conscience IDH, des surtout si on problématiques le actuelles compare concernant aux le autres pays de dérèglement la climatique. région, c'est-à-dire la Colombie, le Guatemala, le Honduras, qui ont un IDH beaucoup plus faible. Si on regarde le PIB en millions de dollars, 64 millions. Mais en fait, ce chiffre-là, il ne veut pas dire grand-chose, parce que là, on a le PIB du pays. Mais donc, on ne peut pas savoir, là, si finalement les habitants du Costa Rica sont plus riches ou moins riches que les habitants du Guatemala. Parce qu'on voit que le PIB du Guatemala est plus important que le Costa Rica. Mais si la population du Guatemala est 2 fois plus nombreuse, ben finalement le PIB par habitant du Costa Rica sera meilleur. Donc là, cet indicateur-là, pour savoir le niveau de vie économique de la population, il n'est pas très intéressant. Par contre, on peut voir qu'il y a une croissance économique assez forte, puisque la variation du PIB de ces 20 dernières années a été de 327%. Donc ça fait à peu près une croissance de 15% par an, ce qui est considérable, 15% par an. Si nous en France on arrive à 3% de croissance, on sabre le champagne, quoi. Là, eux, ils sont à plus de 15 par an. Bon, un taux d'alphabétisation très élevé, 97% de la population est alphabétisée, c'est-à-dire sait lire et écrire. Un nombre d'enfants par femme qui est le plus faible d'Amérique centrale, c'est donc que ce pays a achevé sa transition démographique, puisqu'on a un indice de fécondité qui est faible, et une espérance de vie qui est très haute, qui est la plus haute, 80 ans d'espérance de vie, c'est une très très bonne espérance de vie. Donc finalement, on peut dire à la vue de ces critères-là que le Costa Rica
aurait sa place parmi les pays développés, hein, sur les critères là qui nous sont accessibles. Néanmoins, il y a certaines disparités régionales à l'intérieur du Costa Rica. On voit que les villes sont plutôt au centre du Costa Rica et que les régions urbaines sont les régions où l'IDH est le plus important, alors que les régions de l'Est sont plutôt assez pauvres, et c'est d'ailleurs étonnant, mais les régions littorales aussi. Et ça, c'est très très étonnant parce qu'en règle générale, les littoraux sont les espaces les mieux insérés dans la mondialisation et donc les plus riches. On voit là qu'au Costa Rica, ce n'est pas le cas, probablement parce que sur ces littoraux, hein, il n'y a pas de ville d'importance. Alors, l'écotourisme. Donc on voit là une plage avec énormément de tortues, donc une biodiversité exceptionnelle, en train de remonter sur la plage pour pondre. Néanmoins, ça semble quand même, si on voit en arrière-plan la foule de touristes, et puis cette jeune dame heureuse de poser au milieu des tortues, on peut voir que quand même, on a un tourisme de masse qui se met en place, et qui semble peu compatible avec un écotourisme basé sur l'observation du monde vivant. C'est-à-dire que si il y a plus d'humains que de tortues sur cette plage, eh bien peut-être que les tortues finiront par aller pondre ailleurs. C'est d'ailleurs ce que pointe un certain nombre d'ONG, hein, c'est dit dans le texte, qui dénoncent finalement les touristes qui vont aller jusqu'à toucher les tortues ou faire grimper leurs enfants sur les tortues pour avoir une photo souvenir. Ouais, ben, c'est une jolie photo, mais c'est pas très sympa pour la préservation de la biodiversité. Donc là, c'est assez intéressant, hein, cette photographie qui montre ce paradoxe finalement entre une richesse, la biodiversité, mais qui, si elle est trop exploitée, eh bien, se retrouvera menacée. Alors, un texte. Nous parlons finalement de la transition du Costa Rica du point de vue de son économie et des ressources énergétiques. Alors, lisons. Pour beaucoup, le cas du Costa Rica est une référence. La plus ancienne démocratie d'Amérique latine, une société pacifique et stable, avec un développement humain élevé et un leadership environnemental reconnu dans le monde entier. De nombreux facteurs expliquent cette performance. Décision d'abolir l'armée en 1948 et d'affecter l'argent précédemment alloué aux forces armées à l'investissement social. Enseignement gratuit et obligatoire depuis 1869, garantie sociale adoptée dans les années 40, création d'un système des parcs nationaux dans les années 70. Dans les années 70, c'est-à-dire que le Costa Rica est un des premiers pays au monde à avoir mis en place un système de parcs nationaux. Le pays se positionne aujourd'hui à la pointe de la production d'énergie renouvelable dans le monde entier. L'année dernière, le Costa Rica fait la une des journaux car 100% de son électricité provient de sources renouvelables pendant plus de 250 jours de l'année. Nous dépendons toujours des combustibles fossiles pour les transports, tâche à laquelle nous devons nous atteler de toute urgence, mais notre cas montre qu'un investissement durable est non seulement éthique, mais aussi rentable. De plus, le Costa Rica a réussi à porter la couverture forestière de 21% en 1987 à 52% en 2016. La couverture forestière, c'est les espaces occupés par les forêts. Et ça, c'est assez étonnant parce que, généralement, quand un pays se développe, sa population augmente et, par défrichement, la surface occupée par les forêts diminue au profit d'activités agricoles ou d'espaces urbains. C'est par exemple ce que l'on peut voir actuellement au Brésil, avec une déforestation qui a atteint un niveau, hélas, record. Au Costa Rica, ça a été l'inverse. La superficie occupée par les forêts a plus que doublé ces 50 dernières années. Et enfin, ils disent, je voudrais souligner l'engagement du Costa Rica en faveur de l'éducation numérique et de la haute technologie. Deux forces ont notamment permis d'atteindre ce résultat, l'introduction des ordinateurs et de l'anglais dans les écoles et le collège. Donc, on voit qu'au Costa Rica, il y a quand même une préoccupation, on va dire, sociale dans les politiques mises en œuvre, qui misent notamment sur l'éducation,
et qui a aussi un aspect environnemental dans la préservation des espaces naturels, des forêts, dans l'exploitation des ressources renouvelables, qui en plus, elles, ont aussi un aspect économique. Alors maintenant, les défis de la transition. On en avait parlé dans le chapitre consacré à la gestion des ressources. Toutes les ressources renouvelables ont aussi leurs défauts. Notamment au Costa Rica, il y a beaucoup de barrages. Et on va le voir que ces barrages peuvent soulever un certain nombre de questions. Le modèle costaricien atteint aujourd'hui ses limites. Les projets de barrages qui nécessitent l'ennoiement, c'est-à-dire le fait d'inonder, mais durablement des espaces, de vastes territoires sont contestés par les communautés autochtones menacées d'être déplacées. Par ailleurs, les pressions sont fortes en faveur de la reprise de la prospection pétrolière interdite depuis 2011. La prospection, c'est le fait de chercher de nouvelles zones de forage pétrolière, des puits de pétrole. Ça a été interdit au Costa Rica. Mais certaines personnes demandent à ce que ça reprenne parce que ce serait une aubaine économique. Or, la population augmente rapidement et la demande énergétique croît. Les ressources fossiles restent fondamentales dans certains secteurs comme les transports. On peut ainsi douter d'un État modèle, même s'il inscrit dans sa constitution le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré. De plus, le Costa Rica n'échappe pas aux problèmes sociaux et politiques récurrents en Amérique centrale. Chômage, dénuement, 22% de la population vit sous le seuil de pauvreté, pollution de l'air dans la capitale, tensions aux frontières, notamment avec l'arrivée de migrants cubains désireux de se rendre aux États-Unis, ou la revendication par le Nicaragua de l'îlot Isla Portillos sur l'embouchure du fleuve San Juan. L'image paradisiaque du pays est ainsi écornée, alors qu'il doit aussi composer avec le tourisme, sa première source de revenus. Donc ce document est intéressant parce qu'il met en lumière des aspects plus négatifs au Nicaragua, une pauvreté assez importante, des barrages qui ne se font pas au bénéfice de toutes les populations. Et ce texte, du coup, tend à montrer qu'il n'y a pas de solution parfaite. Ce qui nous était montré précédemment comme un grand avantage, le fait que le Nicaragua n'ait pas d'armée et que cet argent a pu être mis ailleurs, etc., on voit que ça peut être problématique avec le fait que son voisin, le Nicaragua, revendique un territoire, notamment. Et enfin, donc, on va creuser la question justement de ces peuples autochtones ou indigènes, ce sont des synonymes. D'après le dernier recensement, qui date de 2000, il y aurait un peu moins de 64 000 indigènes au Costa Rica, soit 1,7% de la population totale répartie sur 24 territoires. Cette minorité, exclue du développement économique, des services sociaux et de la protection légale, fait partie du segment le plus pauvre et le plus marginalisé de la société costaricienne. Afin de préserver leur identité culturelle, les tribus indiennes doivent lutter contre la discrimination, l'acculturation. On avait parlé d'acculturation en histoire, c'est le fait qu'un peuple perde sa culture en perdant sa religion, sa langue, sa façon de vivre, et les politiques d'assimilation. Une des menaces imminentes qui pèsent sur les populations indigènes est la perte des terres et des ressources naturelles que les agriculteurs non indigènes, les compagnies minières, pétrolières et hydroélectriques conquièrent petit à petit. En raison de leur isolement dans la forêt costaricienne difficilement pénétrable, les indigènes sont aujourd'hui très peu métissés et ont gardé leur authenticité. Donc là aussi se pose la question du droit des peuples indigènes et de leur difficulté à défendre leur territoire, parce que ce sont des peuples qui ne sont pas insérés dans la mondialisation, qui ne disposent pas de revenus, donc de leur difficulté à lutter contre des grands groupes industriels qui vont vouloir acheter des terres pour faire de l'agriculture intensive, faire de l'exploitation minière, des barrages hydroélectriques ou de l'exploitation pétrolière, par exemple. Donc, si on récapitule, le Costa Rica est un pays qui a misé sur le tourisme, mais un tourisme durable, un tourisme qui mettrait en valeur sa biodiversité. Il a créé un certain nombre d'aires protégées. Vous les voyez là en vert, c'est presque la moitié du pays qui est en statut finalement de parc national.
qui lui permet de défendre aussi les traditions et le mode de vie des populations indigènes, qui sont cependant menacées par un certain nombre de projets économiques. La très grande majorité des touristes qui se rendent au Costa Rica le font dans le cadre d'un tourisme intracontinental. Nous l'avons vu dans les cours précédents. La première forme de tourisme, c'est le tourisme national. Et quand c'est du tourisme international, c'est souvent du tourisme international à l'intérieur d'un même continent. Et là, c'est ce que l'on retrouve. Regardez, 25% des touristes proviennent d'Amérique centrale, donc des pays riverains. Un touriste sur 4. 48%, soit un touriste sur 2 au Costa Rica, proviennent de ces deux pays, États-Unis et Canada. Pourquoi? Ce sont des pays qui ne sont pas très loin en avion, des pays d'Amérique du Nord, et à très fort pouvoir d'achat, donc qui ont les moyens de se payer ce voyage-là. Alors que finalement, le tourisme originaire d'Europe est plutôt assez marginal, ne regroupant que 15% des arrivées. On retrouve néanmoins, outre ce paradis écologique tropical, un nouveau type de tourisme qui, on pourrait dire, est plus conventionnel, avec un littoral qui s'ouvre sur la partie sud au tourisme balnéaire, un tourisme de luxe et des ports de croisière. Donc à la lumière de ça, on peut se poser la question, est-ce que le Costa Rica saura défendre son modèle d'écotourisme s'il l'ouvre à un tourisme de masse ou à un tourisme de croisière ou balnéaire? Alors, outre l'écotourisme, une forme de tourisme qui n'en est pas très éloignée, qui est le tourisme équitable. Alors, le tourisme équitable est en lien avec le principe du commerce équitable. On l'avait un petit peu abordé quand on parlait aussi de la gestion des ressources terrestres. Par exemple, ceux qui, lors du débat, devaient représenter l'entreprise Éthicable. Éthicable, c'est une entreprise française qui s'est spécialisée dans le commerce équitable. Alors, le commerce équitable, c'est l'idée d'avoir un partenariat avec le producteur pour lui garantir des revenus fixes, plus élevés que le prix du marché. Et en contrepartie, on limite les intermédiaires, on essaye de ne pas passer par la grande distribution des intermédiaires qui prennent beaucoup d'argent, et on le vend à un prix un petit peu plus cher aussi pour l'acheteur. Mais en l'achetant plus cher, le consommateur sait qu'il finance derrière des projets de développement social, économique, respectant l'environnement. Et bien donc dans ce principe-là, il y a l'association du tourisme équitable et solidaire, la TES, qui finalement regroupe 15 producteurs de voyages en France, plus 17 autres partenaires, qui est présent dans un grand nombre de pays, 53 pays, et qui finalement veut développer un tourisme qui intègre mieux les acteurs locaux. Parce que comme on l'a vu précédemment, les pays les plus pauvres, quand bien même ils accueilleraient des touristes, ne garderaient pour eux qu'une part infime des revenus du tourisme. Je vous avez donné ce chiffre, dans les PMA africains, on estime que 85% des revenus générés par le tourisme dans ce pays ne profitent pas au pays, mais à l'agence de voyage étrangère, la compagnie aérienne étrangère, etc. etc. Donc là aussi, pour mieux favoriser les pays du Sud et faire en sorte qu'ils profitent véritablement des retombées économiques du tourisme, eh bien, le tourisme équitable peut être considéré comme une solution. Alors la deuxième et dernière partie de ce chapitre consacré au tourisme, c'est la question finalement de la promotion du tourisme national. Du fait de l'épidémie Covid-19 actuellement en cours dans notre pays, d'ailleurs, le gouvernement a appelé les Français à ne pas réserver de voyages à l'étranger, pour deux raisons. Déjà, c'est qu'on ne sait pas si les frontières seront rouvertes d'ici là. Et la deuxième raison, c'est que finalement, le secteur touristique a été très très durement touché par cette crise sanitaire, et que du coup, dans un réflexe, on va dire, de patriotisme économique, il vaudrait mieux aider notre tourisme que le tourisme étranger. Mais il ne faut pas croire que le tourisme national, c'est quelque chose qui n'existait pas. Dans tous les pays quasiment du monde,
c'est la première forme de tourisme avant le tourisme international. Donc finalement, il y a la promotion d'un tourisme national qui invite à limiter du coup les déplacements, notamment les déplacements en avion, qui sont extrêmement polluants. Regardez ce qu'il en est dit dans cette vidéo. Il ne s'agit pas d'un petit éco-geste à arrêter de prendre l'avion. On est en train de parler de 2 tonnes de CO2 quand on fait un aller-retour Paris-New York. Et 2 tonnes de CO2 par personne et par an, c'est justement ce qu'on ne doit pas dépasser si on veut rester dans le cadre de l'accord de Paris, éviter de dépasser les plus de degrés à la fin du siècle. Et si on veut demain justement pouvoir avoir collectivement des libertés, il faut précisément aujourd'hui mettre des limites à ce que l'on fait. Ces choix-là, si on ne les fait pas maintenant, ils vont nous être imposés par les limites du monde. Alors j'ai décidé de ne plus prendre l'avion parce que ça me semblait incompatible avec mes engagements par ailleurs et ma prise de conscience des problématiques actuelles concernant le dérèglement climatique. Ça me rend aujourd'hui triste de me sentir en incohérence avec ce que je pense qu'il faudrait faire à une échelle plus large. Donc l'enjeu, il est de limiter les déplacements. Donc un exemple de tourisme local est Ecologia qui finalement essaie de combiner tourisme local et écotourisme en proposant des activités de pleine nature. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la raison principale du tourisme, c'est qu'on recherche le dépaysement. Et par définition, le dépaysement, c'est aller dans un autre pays, voir autre chose. Et donc, comment penser un dépaysement local? Et on voit là que les 3 types de logements proposés sont des logements plutôt dépaysants. Et ça pose une question assez profonde, finalement, qu'est-ce que le dépaysement? Est-ce que aller sur une plage bondée en Thaïlande, prendre une photo que l'on met directement sur Instagram, mais que finalement tout le monde va prendre parce que c'est le coin trop joli où tout le monde veut sa petite photo dessus, est-ce que ça relève encore du dépaysement? Ou est-ce qu'on n'est pas finalement dans une attitude complètement superficielle liée à l'essor du tourisme de masse? Donc voilà, c'est un questionnement là que je vous livre, je ne me veux pas jugeant, hein, moi-même j'ai pris des photos un petit peu hyper touristiques dans les 2-3 coins du monde où je suis allé. Hein. Mais on peut se poser la question effectivement du tourisme local et de son avenir, surtout compte tenu du Covid-19. Mais je ne vais pas le développer parce que ce chapitre, il s'intéressait au tourisme international. Et le tout dernier aspect, le tout dernier enjeu là, qui me vient à l'esprit, c'est finalement le tourisme aussi qui se soucierait du bien-être animal. Parce que c'est vrai que c'est une problématique soulevée. Je pense notamment en Asie du Sud-Est, le tourisme autour des éléphants. Eh bien, il y a des parcs qui proposent un type de tourisme où vous ne montrez pas sur l'éléphant, où en fait même l'éléphant fait à peu près ce qu'il veut, et juste vous vous promenez autour, vous lui faites prendre un bain et vous lui donnez à manger, quoi. Mais où finalement on va mettre le touriste au service de l'animal plutôt que l'animal au service du tourisme. Donc c'est assez intéressant que finalement on voit que le tourisme eh bien, s'adapte et se retrouve influencé par les problématiques actuelles, comme la défense de l'environnement ou la défense du bien-être animal. Sur ce, nous en avons terminé avec ce chapitre de géographie. Nous allons faire maintenant une étude de cas sur Dubaï qui fera le lien entre ces 2 derniers chapitres de géo, pour voir en quoi Dubaï est un pôle migratoire, mais aussi un pôle touristique majeur. Alors, pour le pôle touristique, vous avez une étude de cas qui est assez bien faite sur votre manuel, donc là, vous ferez ça là. Et pour le pôle migratoire, je vais vous envoyer un fichier avec des documents que je vous ai trouvés et 2 ou 3 questions de synthèse vous demandant de prélever les informations clés dans ces documents. Et l'enjeu, finalement, ce sera de lier ces deux. En quoi c'est un pôle migratoire, mais aussi un pôle touristique, et comment ces 2 aspects se combinent. Donc voilà,
prenez le temps du coup de digérer toutes ces informations. À partir de vendredi, le QCM de géographie sera en ligne et vous aurez jusqu'à lundi pour le faire. Et ensuite, vous aurez jusqu'à mercredi pour faire l'étude de cas sur Dubaï. Mercredi, je ferai juste une vidéo de correction de l'étude de cas et après, on commencera un nouveau chapitre d'histoire consacré finalement à la France et l'Angleterre comme État moderne en quelque sorte.